Bonjour, je me présente Mario Dupont et bienvenue à l'émission Portneuf Inc. Cette émission est consacrée pour les entreprises de la région de Portneuf qui rayonnent au-delà du périmètre de la MRC de Portneuf. Vous allez voir que le Portneuf n'est pas juste un terrain de jeu pour la grande capitale nationale. Nous avons des entreprises, nous avons des commerces et même des organismes qui rayonnent au-delà de leur municipalité et même au-delà du périmètre de la MRC de Portneuf. Ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. Je tiens à remercier les maires de la MRC de Portneuf qui m'ont été d'un soutien afin de m'aider à découvrir certains joyaux d'entreprises qui auraient pu passer sous le collimateur. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt dans la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Nous rencontrons dans nos studios le président du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins, M. Jean Pierneau. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour M. Dupont. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici au niveau de Portneuf Inc. J'aimerais savoir, premièrement, quand est-ce que vous avez eu l'idée de vous servir des résidus de bois pour faire du chauffage, pour en faire une économie circulaire? Je trouve ça intéressant. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler. En fait, l'histoire débute en 2010 suite à un forum qu'on a organisé à Saint-Marc-des-Carrières pour le territoire de l'ouest de Portneuf. De quelle façon on pourrait revitaliser notre milieu rural, garder des emplois, etc. Donc, on a identifié des ressources qu'on pouvait valoriser. Puis, finalement, c'est à partir de ces réflexions-là qu'on a décidé d'explorer la valorisation d'une ressource qui s'appelle du bois, puis surtout du bois qui était abandonné un peu comme résidu, le valoriser en énergie. En fait, dans l'Ouest, vous avez quand même plusieurs producteurs qui utilisent le bois pour faire de la retransformation. C'est de là que ça partit votre idée. C'est ça. En fait, l'idée, c'était de comment on peut donner une valeur ajoutée, créer de la richesse à partir d'une matière première, oui, c'est ça, qui était résiduelle. Ah, parfait. Puis, le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins a ouvert ses portes en quelle année à Saint-Marc? Bien, présentement, c'est presque terminé, c'est en construction. Okay. On va terminer, je dirais, au début de l'année 2024, on va terminer avec projection d'inauguration au mois de mars. OK. Mais par contre, quand vous avez commencé votre construction, ça a commencé quand? Ça a commencé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, OK. Ouais. On a commencé dans la pire période, la période COVID, etc., puis difficulté des chaînes d'approvisionnement, puis pour les équipements. C'est gymnastique, là. C'est vraiment gymnastique, c'est ça. Ça revient à la question que je voulais vous poser tantôt, puis on a parlé dans ce que vous avez décidé de vous installer dans l'Ouest. En fait, pourquoi le choix de vous installer vraiment à Saint-Marc-des-Carrières plutôt une autre ville? Vous auriez pu prendre une autre ville, mais vous avez choisi Saint-Marc, puis il y a certainement une particularité pourquoi vous avez choisi Saint-Marc. Bien, premièrement, Saint-Marc-des-Carrières, c'est un territoire qui est au centre d'un milieu rural. Il y a énormément de résidus et d'usines qui produisent à Saint-Marc-des-Carrières, autour, Saint-Casimir, qui produisent des résidus de bois. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait un important tonnage là, qui valait la peine d'explorer comment on pourrait le valoriser, le détourner, apprendre à le détourner et à le valoriser en énergie. Puis on a proposé aux 7 municipalités de l'Ouest à l'époque, êtes-vous intéressés à ce qu'on regarde pour chauffer vos bâtiments institutionnels à partir de biomasse locale résiduelle? Saint-Gilbert ont levé la main, 294 habitants. À l'époque, on a installé, on s'est fait les dents un peu avec ce projet-là. Okay. Donc, on a installé Saint-Gilbert il y a déjà 9 ans. OK. Ouais. Déjà 9 ans qui est en fonction, donc ça vous donne quand même une certaine référence. C'est ça, exactement. Donc, et eux, ils chauffent quoi avec la biomasse? C'est quoi qu'ils chauffent à Saint-Gilbert? Ils chauffent leur église, le presbytère et l'hôtel de ville. OK. Donc, les 3 bâtiments étaient chauffés par du mazout. OK. Donc, on a enlevé le produit fossile pour prendre un produit qui est quand même remplaçable au niveau de la biomasse. C'est ça. Donc, on a installé un système qui, lui, alimente en énergie les 3 bâtiments. Donc, on est passé de quand même 28 000, 30 000 litres de mazout
18-20 camions par année de biomasse locale, résiduelle. Okay. C'est quand même intéressant. Oui, beaucoup. Votre système utilise des copeaux qui sont issus de palettes, de matériaux de construction ou des matériaux de démolition ou des produits forestiers. En fait, c'est un mélange qui peut être utilisé comme ça peut être juste des résidus de forestiers que vous allez utiliser. C'est bien ça? C'est ça. En fait, l'idée, c'est toujours de favoriser l'utilisation de biomasse qui est locale, résiduelle, pour le moins possible de transport, que ce soit des circuits courts. OK. Donc, finalement, souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de biomasse qui n'est pas utilisée, qui n'est pas valorisée, puis qui sont tout près des clochers d'église. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de producteurs forestiers, justement, qui font de l'entretien de leur terre à bois, un exemple. Puis, il y a des arbres qui sont trop petits pour le sciage ou tout croche ou non commercialisables. OK. Donc, on peut tout transformer ça en énergie. Tu as amené des échantillons. Tu peux-tu montrer Ouais. aux gens, c'est quoi tes échantillons, en fait, de copeaux, des types de copeaux que ça peut donner? Ben, il y a cette grosseur-là de copeaux que ça peut faire? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le genre de copeaux qui a été produit à partir d'arbres non commerciaux. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est dans des systèmes complètement automatisés, les brûleurs sont alimentés à partir d'une vis qui est contrôlée par un ordinateur, un automate. Donc, c'est de la combustion contrôlée, l'alimentation est contrôlée. Donc, finalement, on peut utiliser toutes les essences qui n'ont aucune valeur. OK. OK, Que au ce niveau soit un commercial. résidu, que ce soit du Ouais. résineux, que ce soit un bois dur, tout est possible. Tout est possible. OK. OK? Donc, toutes les essences de bois, sans exception. OK. Donc, ce qui peut être surprenant, c'est que lorsqu'on pose la question aux gens, quelle est l'essence de bois qui donne le plus de valeur à la tonne? Oui. Donc, là, il y a de la confusion un peu parce que les gens disent toujours, ben, OK, ça doit être de l'érable ou peu importe. Mais finalement, l'essence de bois qui donne le plus d'énergie à la tonne, résineux. c'est du mélèze. Oui, OK. OK. Le deuxième, c'est de l'épinette. Le troisième, c'est du sapin. Puis là, un petit peu plus bas, là, ça va des bois durs. Donc, finalement, dans des systèmes automatisés, on peut les alimenter avec toutes les essences de bois non commerciales. En fait, si on se réfère à un foyer à la maison, c'est sûr qu'on prend du résineux. Oui, on va avoir une chaleur, mais ça ne durera pas longtemps comparativement quand on prend du bois franc, ça va durer plus longtemps. C'est pour ça qu'on parle de bois franc, celui qui va durer ou qui va donner une performance. Mais si on veut avoir une bonne chaleur, effectivement, le sapin, mais sûr que ça fait un beau dégât dans la cheminée aussi. Là, là, c'est sûr que dans des poêles ordinaires, c'est pas de la combustion contrôlée, non. Ça peut poser des problèmes. Ouais. Mais dans un système, dans une chaudière à biomasse qui est complètement automatisée, les températures des chambres de combustion sont très hautes, 800-850 Celsius. C'est justement là-dessus que je voulais t'amener la température, parce que c'est ce qui fait la différence aussi. Là. Ça vient brûler ses gaz, ça vient brûler tout ce qu'il peut y avoir comme de métaux ou de choses résineuses là-dedans. Là. Exactement. Donc, les très, très hautes températures. Puis en plus, c'est des systèmes qui ont de la post-combustion. OK. Donc, les émissions de particules, il n'y en a pratiquement pas. L'autre chose aussi, c'est que on va, un exemple, avec un camion 10 roues de combustible copeaux, on va produire environ 3/4 d'un 5 gallons de cendre par 10 roues. OK. Puis cette cendre-là, c'est de la potasse qui peut être utilisée en forêt pour donc, elle est revalorisée. Oui, exactement. Okay. Ah, bien, c'est intéressant. Là, tu montrais d'autres copeaux que tu pouvais faire. C'est ça. Justement, lui, ce genre de copeaux-là, c'est du bois de déconstruction, de la palette, etc. Oui. Donc ça, il y en a vraiment beaucoup de disponibles. Puis ça ici, c'est des petites plaquettes qui sortent de... Ça ressemble à des chips de bois, bois. De plaquage, mais dans le plaquage, il y a une partie du plaquage qui n'est pas collée, rien, parce que ça déborde. Donc ça, c'est... OK. Il y en a beaucoup de ça. OK. Beaucoup. C'est surprenant. OK. Ça, là, je dis, là, c'est vraiment de l'essence, pratiquement. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Ouais. Tantôt, tu me parlais des particules, effectivement, parce que le mythe qu'il peut y avoir, vous chauffez au bois, il y a plusieurs villes qui ne peuvent pas avoir, ils interdisent le poêle à bois parce que ça fournit beaucoup de particules. Je sais qu'il y a un mythe alentour de ça. J'aimerais ça que tu nous en parles. Je sais aussi par rapport à la température de la cheminée dans la chambre de chaleur qui est tellement élevée qu'il y a moins de particules. J'aimerais ça que tu nous en parles. Les systèmes contrôlés, automatisés à la biomasse, c'est des systèmes
qui sont la combustion est contrôlée en temps réel tout le temps, avec des ventilateurs qui sont contrôlés, qui alimentent la combustion, qui sont contrôlés par l'automate. Il y a dans ces systèmes-là une sonde qui vient lire le taux d'oxygène dans la cheminée, qui vient ajuster la combustion en temps réel en continu tout le temps. Donc, finalement, comme nous, à Saint-Marc-des-Carrières, le centre d'expertise, l'équipement qui va s'installer, c'est 300 kW de puissance. Ça pourrait chauffer, je dirais, environ 25 maisons. OK. Le système est certifié pour 4 grammes de particules fines à l'heure. Donc, un poêle à combustion lente traditionnel qui chauffe une maison, c'est environ 32 grammes de particules fines à l'heure. Donc là, on est complètement dans un autre monde, là. Une fournaise à l'huile traditionnelle qu'on connaît, c'est 5 grammes de particules fines à l'heure. OK. Une. Oui. Nous, c'est 25 maisons que ça peut chauffer environ. Donc là c'est un quartier résidentiel. Si on veut, oui. Ouais. Donc là où il y a beaucoup de confusion, c'est que souvent, on va interdire, à cause des risques de smog, des poêles à bois, mais des poêles à bois ordinaires qui n'ont pas, ou même à combustion lente, mais qui n'ont pas de la combustion contrôlée. C'est pas pareil. Là. Non, c'est ça. On est dans un autre monde complètement, oui, c'est ça. Puis ces équipements-là, bien, sont originaires d'Europe. Ça fait longtemps que c'est développé en Europe. Donc, les origines de ces équipements-là, en Europe, les critères sont beaucoup plus sévères qu'ici encore. Là. OK. Ah oui. OK. C'est vraiment intéressant. Puis en passant, ceux qui nous écoutent, vous êtes quand même le seul centre qui est en Amérique du Nord, qui est un centre d'expertise pour répondre à la biomasse, ceux qui veulent connaître la biomasse. Vous êtes les seuls, c'est bien ça? C'est ça. En fait, le Centre provincial d'expertise qu'on met en place présentement, c'est le seul centre de transmission de connaissances et de savoir-faire pour les petites chaufferies de 1000 kW et moins en Amérique. OK. Donc, ça n'existe pas. On s'est inspiré d'un modèle européen. On a eu des échanges avec les Européens pour implanter un peu un copier-coller de ce qu'ils ont fait il y a 20-25 ans pour apporter ça ici. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances à transmettre, puis le centre d'expertise, c'est aussi des gens d'un peu partout au Québec qui sont impliqués, qui ont les mains dedans depuis déjà des années, qui ont réussi, qui savent comment produire le combustible de la bonne façon, qui savent comment opérer ces équipements-là et les calibrer. Donc, j'en suis un. Donc, on rassemble la connaissance dans un endroit pour la libérer, pour réussir. Ah, c'est intéressant. Jean-Pierre, comme tu es un bon vulgarisateur, j'aimerais ça que les gens puissent comprendre. Supposons qu'on voudrait chauffer pour l'équivalent d'un quartier. C'est quoi concrètement que ça prendrait de bois, ou pas de bois, mais de tonnage en volume? Mais on va parler de 10 roues. Parce que vous parlez de copeaux. Les copeaux, ça arrive par 10 roues. C'est en volume à peu près de combien que ça peut prendre? Bien, ça va dépendre toujours de la puissance demandée de l'équipement. Si vous voulez chauffer 400 maisons, c'est sûr que ça va en prendre un peu plus. Mais un exemple, le système qu'on installe à Saint-Marc-des-Carrières a la capacité de 25 maisons à peu près, 300 kW de puissance. Donc, on parle toujours d'environ 1 tonne de combustible pour l'hiver pour 1 kW de puissance. OK. Donc, dans le cas présent, on a 300 kW, ça devrait prendre environ 300 tonnes. OK. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y en a 3000 tonnes de disponibles dans 2 villages chez nous. Oui. Fait que c'est une goutte d'eau, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, effectivement. Puis là, on touche même pas, on se fait offrir des tonnages d'élagage vraiment importants. Il n'y a pas une semaine qu'on ne se fait pas offrir du combustible gratuit. On va vous le livrer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent sans départir. Hein. OK. On est sur un projet actuellement d'une très grosse usine. Eux, ils ont 6 000 tonnes de résidus annuellement, puis ça leur coûte 600 000 par année sans départir. OK. Ça va? C'est sûr que quand ils ont une chance de pouvoir s'en départir à une place juste par le transport, c'est avantageux. Bien, c'est parce qu'en fait, même, ils sont prêts à payer pour qu'on prenne le combustible. Donc, notre rôle dans tout ça aussi, c'est de transmettre la connaissance, le savoir-faire, pour qu'on puisse éventuellement transformer une dépense en revenu. Un moins 100 en plus 300, mettons. Oui, c'est ça, exact.
On va aller par le cheminement, comment que ça va pour implanter un système de biomasse. On va suivre les étapes pour arriver à un produit final. Ouais. La première étape, c'est que vous recevez vos copeaux, votre matière première, les granules, vous les recevez dans un silo ou dans un entrepôt. Et vous devez quand même contrôler l'humidité. Puis c'est quoi le taux d'humidité vraiment optimal pour arriver à un meilleur rendement pour vous autres? En fait, du granule qu'on connaît, c'est environ 8 d'humidité. Donc, ça, on va dire, c'est le combustible optimal. OK. Mais au niveau des copeaux, pour les systèmes automatisés, lorsqu'on est à 20-25 d'humidité, c'est très performant. OK. Ouais. En fait, pour optimiser votre séchage, vous avez, ce que j'ai pu lire, c'est que votre dalle de ciment où ce que vous entreposez est chauffée, puis vous trouvez à sécher encore davantage vos copeaux pour enlever l'humidité. Au centre d'expertise, on a un système de séchage sur grille. On étend 1 mètre cube plutôt 1 mètre d'épaisseur de combustible. Si c'est du bois vert qu'on vient de mettre en plaquette, il est à environ 50-55 d'humidité. OK. Donc, on a un système qui va sécher ce combustible-là, mais lui, notre système de séchage, c'est seulement en dépannage. OK. Parce qu'on a tellement de matière résiduelle qui est déjà sec. C'est au cas où. OK? Puis même, on va pouvoir, les acériculteurs, là, on a une approche d'acériculteurs qui veulent s'installer avec des systèmes biomasse parce qu'il faut comprendre Pour bouillir l'eau, qui veulent mettre la biomasse? OK. Pour bouillir l'eau? Pour bouillir l'eau, oui, OK. c'est ça. Il y a des évaporateurs qui ont été développés, qui sont prêts. OK. Mais là, présentement, c'est qu'il y a 3600 érablières au Québec, présentement, qui utilisent du mazout. OK. Donc, là, ils veulent s'en aller vers des systèmes à biomasse, puis eux ont du bois qui dans leurs érablières, il faut qu'ils fassent du ménage dans leurs érablières de façon récurrente. Donc, ce bois-là, nous, là, on va pouvoir prendre leur bois, leur propre combustible, le conditionner. On va appeler ça, chez nous, c'est un peu comme une raffinerie. Oui. On va conditionner, raffiner leur pétrole, bois, puis après ça, ils repartent avec, puis ils vont alimenter leur érablière avec la chip. Qui était anciennement, les érablières fonctionnaient avec leur propre bois. Là. Oui, c'est ça. Mais là, ils ont voulu se moderniser, mais on voit qu'il faut qu'ils reviennent aux sources. Oui, c'est ça, exactement. Mais on a installé un il y a 4-5 ans chez le propriétaire de Prométal, puis Sylvain Deshaies, et Manon Brazeau, la sucrière, s'est installé depuis 4-5 ans. C'est tout automatisé. OK. Ouais. On va passer à la partie chaufferie et pompe, qui est un espace qui est quand même assez important au niveau de la chaufferie. J'aimerais que tu nous en parles de cette partie-là de chauffage avec le biomasse. La chaudière à biomasse va produire, elle, de l'eau ou du glycol chaud, si on veut, qui va être distribué par un réseau de pompes vers les bâtiments chauffés ou vers les dalles de béton à chauffer extérieur, vers le système de séchage, etc. Donc, c'est un système de distribution tout automatisé qui va, la pompe va faire parvenir vers les bâtiments chauffés aux besoins si on a besoin d'énergie. En fait, si tu veux le démontrer, c'est avec ce principe-là qui est isolé. C'est ça. Tuyaux. En fait, celui-là, ici, c'est un tuyau qu'on appelle un tuyau caloporteur parce que c'est de l'eau chaude ou du glycol chaud qui voyage dans le tuyau. Donc, on a une partie rouge qui est l'eau chaude, le retour de l'eau froide qui vient se faire réchauffer à la chaufferie, à la chaudière. On enfouit dans le sol, puis si un exemple, un quartier résidentiel, on développe un quartier résidentiel, on passe l'eau, les égouts, et on peut passer le réseau de chaleur. Au fur et à mesure qu'il y a construction, les constructions se branchent sur le réseau. OK. Ouais. En fait, vous pouvez apporter cette chaleur-là jusqu'à 1 km de distance, à peu près. Oui, même un peu plus, mais à 1 km de distance environ, là, on perd 1 centigrade par kilomètre. OK. De distance. OK. Dans l'aller-retour. Le temps d'y aller, c'est bien ouais, entendu. c'est ça, c'est ça. OK. Ouais. En même temps, c'est que votre centre de distribution, vous pouvez chauffer des trottoirs, chauffer des escaliers, des bâtiments.
Ça peut être un quartier résidentiel, comme on parlait tantôt, de 24 ou plus de résidences. Ça aussi, j'aimerais ça t'entendre, parce que chauffer des trottoirs, on s'entend que ça va refroidir plus vite le liquide, fait que ça doit être un circuit fermé. C'est toujours des circuits fermés. Okay? C'est toujours un circuit fermé. On a des demandes présentement. On a une demande en particulier d'une municipalité qui veut s'installer à Le Biomasse. Puis, ils ont comme projet de construire un centre de personnes âgées. Puis, ils nous ont demandé qu'est-ce que ça coûte faire fondre la neige dans le stationnement, les entrées du bâtiment, les trottoirs, etc. Donc, au centre d'expertise, on a des dalles de béton qui vont être chauffées devant les portes des entrepôts. Et on a un compteur d'énergie un peu du même modèle qui est installé qui est installé pour compter l'énergie en kilowatts que ça coûte pour 1 mètre carré. En fait, c'est pour la refacturation, c'est advenant que c'est la Ville qui le fait pour refacturer aux gens le coût d'énergie qu'ils consomment. Bien, exactement. Par maison, on a un compteur un peu comme Hydro, mais par maison. Dans le cas de la dalle de béton, bien, la Ville veut savoir, si j'installe cet équipement-là, qu'est-ce que ça va me coûter en énergie par mètre carré? OK. Même, on a eu une demande de quelqu'un du ministère des Transports pour chauffer un tablier de pont. OK. Donc, pas de déneigement, pas de calcium. C'est une technologie qui peut être servie en même temps pour maintenir la température, afin de garder toujours le béton de la même température pour pas qu'il y ait de dommages. Exactement. OK. Donc, la biomasse peut servir aussi au séchage du grain. On a des entreprises dans Port-Neuf là, qui dans le séchage du grain, qui consomment quand même 3 000 à 4 000 par jour de propane. OK. Dans la période de séchage de grain. Là. Ouais. Donc, ça peut être remplacé justement par de la biomasse locale. Oui, effectivement. Donc, on a un projet présentement, justement. C'est intéressant. Ce qu'on a de besoin pour démystifier tout ça aussi, c'est d'avoir de multiples vitrines autour du centre d'expertise. Oui, c'est ça. Que ce soit acéricole, séchage de grains, développement domiciliaire, etc. De toute façon, il y a en masse de matière pour pouvoir élaborer là-dessus, sans problème. Là. Exactement. Il ne manquera pas de matière première pour l'instant. Non, jamais. Non. J'ai vu sur votre site Internet que vous avez maintenant des générateurs de chaleur, de biomasse qui fournissent de la chaleur chaude propulsée. C'est un petit peu ce que tu parlais tantôt au niveau de faire sécher le grain. Peux-tu nous en parler des applications? Parce que aussi, ça peut servir autant pour la construction d'un bâtiment. C'est des générateurs comme chez nous, on a un générateur d'air chaud. On a fait l'acquisition il y a environ 1 mois qui va être déplaçable. On va pouvoir l'amener sur un chantier de construction, un exemple, pour chauffer un gros chantier de construction parce que c'est un équipement qui produit pas de l'eau chaude, là, qui produit de l'air chaud. OK. Donc, pour le séchage du grain, même chose. OK. Donc, finalement, ben, il faut, comme je viens de dire, d'avoir de multiples applications en démonstration parce que, finalement, les gens, on a beaucoup de... J'ai quand même 78 ateliers, conférences de données un peu partout au Québec. Puis les gens, ils sont... il y a des préjugés, il faut faire tomber tout ça. On veut comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vrai que ça ne fume pas? Est-ce que c'est vrai les particules fines? Est-ce que ça fait du bruit? Donc, compte tenu qu'il n'y a pas de vitrine, ben les gens sont insécures et ont de la misère à prendre une décision. Donc, pour ça, vous avez une vitrine à Saint-Marc-des-Carrières. Oui, bien c'est ça. La vitrine provinciale, c'est comme son nom l'indique, c'est justement pour démystifier puis sécuriser la prise de décision. Ben oui. Nous, notre rôle aussi, la première des étapes, finalement, on a un atelier qui s'appelle Biomasse 101. OK. Puis ça, c'est justement, c'est un aide à la prise de décision. OK. Comprendre que les gens maîtrisent leur projet et le comprennent. OK? Pour être capable, si on nous pose la question, ben ça a l'air que ça fait de la fumée, ça a l'air que, ben venez voir, OK? Vous allez pouvoir le démontrer. Pouvoir le démontrer. Aussi, au centre d'expertise, il y a un espace de réservé quand même assez important là, pour les écoles. Oui. C'est toute l'histoire de la bioénergie, mais de l'homme des cavernes, aujourd'hui et le futur, où on s'en va. Donc, nous, c'est de multiplier les écosystèmes régionaux pour qu'on puisse s'approprier, revenir comme il y a 100 ans, mais utiliser une ressource locale renouvelable qui, présentement, est non valorisée. Là. Écoute, Jean-Pierre, je vais te poser une question. Ouais. Et au niveau de vos unités, ils dégagent quand même pas mal de chaleur. Ouais.
On sait qu'avec la chaleur, si on utilise soit de l'eau ou d'autres choses, des fois, on peut produire de l'électricité. Votre système est-il capable de produire de l'électricité? Il y a des systèmes qui peuvent le faire, mais OK. pas celui qu'on installe. OK. Mais si quelqu'un serait intéressé, il y aurait une possibilité de trouver l'expertise pour Ouais. pouvoir faire de l'énergie, autrement dit, en même temps se chauffer. Oui, c'est ça. Il y a des systèmes qui existent qui font les deux. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Et c'est des systèmes qui existent, qui peuvent être implantés, mais justement dans des régions isolées où présentement, on n'est pas alimenté par le réseau d'hydro. Oui. Là, oui, ça devient effectivement. intéressant. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Une particularité aussi intéressante lorsqu'on a un système automatisé à la bioénergie locale, dans le cas des pannes d'électricité, puis il y en a de plus en plus souvent. Oui. Bien, c'est moi, c'était l'idée de ça qui me revenait. Là. Ouais. Des fois, pour pallier juste pour un petit laps de temps, pour au moins avoir la chaleur, puis au moins avoir un peu d'électricité, ça peut être quelque chose d'intéressant où il y avoir une génératrice, mais ça fait le principe de la génératrice. Oui, mais en fait, les systèmes à biomasse, un exemple, lorsqu'on a eu la coupure de courant l'hiver dernier, la période de Noël, Oui. bien, comme à Saint-Gilbert, par exemple, le système, il peut être alimenté avec une très petite génératrice, puis tout va chauffer. OK. Parce que la génératrice va alimenter seulement les pompes, puis les petites vis d'alimentation, etc. Donc, finalement, au lieu... Parce qu'il y a quand même plusieurs municipalités présentement qui s'interrogent, compte tenu qu'il y a de plus en plus de coupures d'électricité, bien, ils regardent pour installer des immenses génératrices qui sont grosses comme des locomotives, Exact. qui coûtent des fortunes. Exact. Et encore, ça ne fait pas tout alimenter. Non. Ça ne fait pas tout alimenter Non. parce que si on parle dans le chauffage, Ouais. ça prend de l'énergie beaucoup là-dessus. Donc, Ouais. ce qui produit l'énergie, c'est le copeau de bois. C'est pas la génératrice. Là. Jean-Pierre, je te remercie beaucoup. En tout cas, on aurait Ouais. de quoi parler pendant 1 heure de temps de oui. votre entreprise. C'est une très belle innovation que vous avez faite là-dedans. Merci d'avoir accepté de venir ici. Puis merci au Centre provincial d'expertise de biomasse des Desjardins de vouloir partager leurs connaissances. Vous avez certainement trouvé des informations, vous avez certainement répondu à plusieurs informations des gens qui sont présentement à l'écoute pour transformer ou aller à la biomasse. Puis en même temps, vous allez pouvoir les accompagner s'ils sont intéressés au niveau de les accompagner au niveau de leur nouveau projet ou leur fournir l'expertise ou vous pouvez carrément les accompagner dans leur futur projet, comme que je disais. Exactement. On a toute une équipe pour Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, puis merci beaucoup à vous, les spectateurs, puis à la prochaine. Merci.